caméra principale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial Grand Plateau sur Télé 50. Comme la thématique va l'indiquer dans quelques secondes, nous allons parler de la province du Haut-Katanga, cette province stratégique, carrément qui compte la deuxième ville plus importante du pays, Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de sujets là-bas, il y a beaucoup de dossiers là-bas et nous voulons prendre la température auprès de l'église au milieu du village. C'est comme ça qu'il se présente notamment la société civile du Haut-Katanga. Nous avons le président du cadre de concertation de la société civile Haut-Katanga avec nous sur ce plateau, Monsieur Guilain Kaloua. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Juste à votre droite, il s'agit de votre vice-présidente, Madame Thérèse Safi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En face de vous, Madame Noéla Katanga. Elle est plutôt ici à Kinshasa. Elle est membre de la Dynamique Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Et juste à côté de vous, c'est monsieur Yannick Ntseki qui est également de la Dynamique Congo en tant que membre. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par le président de l'église au milieu du village. Comme on se l'a dit tout à l'heure, j'aimerais avoir des nouvelles de la province du Haut-Katanga. Comment se porte le Haut-Katanga actuellement? Merci pour la question. Avant toute chose, il convient de vous dire que nous, c'est le cadre de concertation de la société civile province du Haut-Katanga. Et comme vous l'avez indiqué, nous sommes l'église au milieu du village. Par rapport à notre très chère province, il faut dire que, comme toutes les provinces en République démocratique du Congo, des choses évoluent, mais beaucoup reste à faire sur différents plans. Mais donc, ce qui est vrai, c'est que on est là, mais donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire et sur le plan pratiquement politique, comme ça bouge partout en République démocratique, la province n'est pas aussi épargnée. C'est pour dire qu'il y a des problèmes à résoudre, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées sur différents plans. Si on parle d'une échelle de 1 à 10, le travail effectué dans le Haut-Katanga, à votre avis, en ce moment, atteint quel chiffre? C'est une question pertinente. Ici, je voudrais que vous puissiez comprendre que la province du Haut-Katanga, c'est une grande province qui compte pratiquement 6 territoires et 2 villes. Il faut dire que, avant de revenir à votre question, c'est que nous prenons deux aspects. Sur le plan agricole, par exemple, contrairement aux autres années, il y a 3 ans déjà, qu'il y a stabilité de prix de la farine de maïs. Donc, à ce moment-là, s'il faut coter, donc c'est sur ce plan-là, c'est OK, parce qu'aujourd'hui, les gens ne se livrent pas à cet exercice, la recherche, il n'y a pas de rareté, donc ce sont des choses à encourager, à saluer. Le problème et le plus grand problème, vous allez constater que c'est sur le plan de la sécurité urbaine par rapport aux différentes villes. Bref, par rapport à la province, il y a 2 problèmes qu'il faut résoudre sur le plan de la sécurité. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement provincial. Mais encore une fois, beaucoup reste à faire. Il faut nécessairement qu'il y ait aussi un appui de l'exécutif au niveau national pour les accompagner, finalement, que la paix règne. Donc, s'il faut coter, personnellement, je dirais que on peut le faire à 7 sur 10. D'accord. Est-ce que votre vice-présidente, Madame Thérèse Safi, est du même avis, si on doit prendre en compte tous les détails relatés tout à l'heure, notamment le maïs aujourd'hui, qui n'est plus une denrée rare comme les autres années, mais il y a aussi les infrastructures. On a parlé des routes un peu partout, on a parlé de beaucoup de progrès dans le Haut-Katanga, malgré ce qui reste à faire, notamment la sécurité. Nous allons nous étaler largement sur ce dossier-là. Vous donnerez une note de combien et pourquoi? Et avant de donner une note, puisque nous devons différencier les choses, il y a sur le plan social la coup de chapeau au gouverneur de province, puisqu'il a lutté pour la faim
vraiment le maïs coûte énormément coûte moins cher par rapport aux autres années. Mais sur d'autres plans, vraiment, il y a trop de souffrance. Pourquoi? Parce que les prix montent du jour au jour. Hein? Ça, c'est maintenant les opérateurs économiques. Et c'est le gouvernement central qui gère les douanes. Je pense c'est au gouvernement central d'aider aussi les gouvernements provinciaux en général pour que la situation revienne à la normale. Sinon, pour le maïs, là, coup de chapeau au gouverneur. Et pour autre chose, moi, je ne peux pas d'abord donner les points. Je vais les donner après avoir décortiqué toute la situation et à la fin, on donnera un pourcentage. Donc, côté social, 10 sur 10. Pour le reste, manque des cotes. Non, on ne peut pas dire 10 sur 10. Il y a des points bien spécifiés. Nous avons parlé ici de maïs. Ce n'est pas seulement le maïs que nous pouvons parler du côté social et on donne 100%, ou bien 10 sur 10. Là, côté maïs, on peut le faire, mais ça ne peut pas être 10 sur 10. Même à l'école, si le professeur donne 10 sur 10, c'est très rare. Il y a quand même quelques points qu'il faut vraiment arranger. Je vais me tourner du côté de la dynamique Congo. Avant de vous donner la parole, avant de vous exprimer au sujet de cette province du Haut-Katanga, j'aimerais d'abord comprendre le sens de votre dynamique Congo. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je prends la parole en premier parce que je suis au four et au moulin. Et c'est moi qui, par moment, pilote ce que la coordonnatrice me donne comme injonction et instruction. Elle est là, elle va renchérir, mais d'emblée, nous allons vous étaler d'abord notre vision. Et la vision de la dynamique Congo, c'est soutenir de manière générale et à chaque niveau du pouvoir le dirigeant qui sont de la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes gouverneur, vous êtes bourgmestre, vous êtes chef de quartier, vous êtes chef de riz, vous êtes mandataire public, vous êtes chef d'établissement public, peu importe là où l'État vous place, partant de la mode dont vous avez procédé pour être placé là, nous, Dynamique Congo, nous venons apprécier. Si vous faites très bien les choses, nous allons vous appuyer, nous allons vous encourager. Mais si vous ne faites pas bien les choses, nous allons dénoncer en fait que les bien-être que les Congolais ont tant entendu puissent être au rendez-vous. Ça, c'est de manière ramassée et résumée la vision de la dynamique Congo. Mais nous allons vous donner également les détails du point de vue statutaire, comment est-ce que nous fonctionnons. Il y a des domaines d'activité qui sont établis, qui sont au nombre de 9. La liste est exhaustive, je ne pouvais pas tout citer ici, je vais être un peu synthétique. Mais du moins, nous sommes là, vous voyez la société civile qui est là, parce que la société civile, par définition, dans les systèmes politiques, la société civile se retrouve. Et nous sommes une branche dans la société civile qui ne vise que le bien-être de la population de par le monde. Et nous également, nous venons nous appuyer à cela, afin de donner un nouveau espoir à ces pays qui, depuis longtemps, la population est en train d'accroupir dans la misère. Donc, si j'ai bien compris, Madame Noéla Katanga, c'était la coordonnatrice. La coordonnatrice de la Dynamique Congo. Et moi, je suis le secrétaire exécutif de la Dynamique Congo. D'accord. Alors, j'aimerais prendre de son côté, vu que j'ai déjà compris l'objet, votre point de vue au sujet de la province du Haut-Katanga actuellement. Bon, au sujet de la province du Haut-Katanga actuellement, bon, il n'y a pas trop à dire. Le Haut-Katanga est dans les bons. Concernant l'infrastructure, tout marche déjà dans les bons. Bon, sûrement, il y a des petites choses qu'on doit corriger, qu'on doit essayer de mettre un peu le yeux sur ça. Mais pour moi, le gouverneur est bon, il travaille et tout va bien. Alors, je vais rentrer du côté de la société civile pour le président Guylain Kaloa. On a effleuré, excusez-moi, le côté sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'on se plaint encore aujourd'hui? Excusez-moi, malgré tous les efforts qui ont déjà été fournis, je parle notamment du gouverneur, je l'ai vu distribuer des pick-up de temps en temps à la police, j'ai vu des parades, beaucoup d'activités, mais pourquoi l'on parle toujours de ce problème d'insécurité encore aujourd'hui? Il faut dire qu'il y a plusieurs raisons et c'est un processus, c'est un problème qui est très complexe aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi que lorsque vous prenez la configuration actuelle de la province du Haut-Katanga, vous serez d'accord avec moi que ce n'est plus comme dans le temps
Aujourd'hui, pratiquement, c'est une province où tout le monde voudrait s'installer. C'est une province où il y a eu beaucoup de mutations. C'est de la sorte que vous comprendrez que par rapport à cela, il y a lieu d'expliquer aussi la cause de cette insécurité urbaine, notamment avec le fait qu'il y a une certaine mutation par rapport à la population. Et aussi, il faut le souligner, c'est que vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on parle de la sécurité de personnes et de leurs biens, ça relève de la compétence du ministère en charge de l'Intérieur. C'est là-bas aussi nous estimons qu'il y a des problèmes. C'est que la police, d'une manière générale, ainsi que l'armée, il y a certaines insuffisances par rapport à l'encadrement. C'est comme ça que vous l'avez souligné dans votre question, c'est que la province essaye de faire quelque chose, notamment dotation de pick-up, comme vous l'aviez dit, pour leur mobilité, ce qui est rare dans d'autres provinces. Donc là aussi, il faut peut-être dire tout haut que ce sont des choses à encourager. Mais comme je ne cesse de le dire, la province à elle seule ne peut pas tout faire. C'est une question, comme je l'ai dit, qui relève du pouvoir national. Au pouvoir national aussi de considérer que c'est une question d'intérêt national et de mettre à la disposition de la police tout ce qu'il faut comme moyen afin de faire face à ces phénomènes-là d'insécurité. Voilà un peu à chaud ce que moi je pourrais dire. Mais je vais demander à la vice-présidente si elle est du même avis, parce que il semblerait que la population ne collabore pas vraiment à 100% avec les éléments des forces de l'ordre pour mettre fin à ce problème d'insécurité, que ce soit la menace Bakata Katanga ou encore l'insécurité au niveau des communes. Merci une fois pour la parole. Moi, je peux situer l'insécurité à 3 niveaux dans notre province. Premier niveau, je peux parler de cambriolage. Deuxième niveau, l'insécurité. Les jeunes, la jeunesse des partis politiques et aussi donc l'insécurité dans la province. Et troisièmement, on peut parler de Bakata Katanga. Quand vous dites que la population ne collabore pas avec les hommes en uniforme, pourquoi ne collabore pas? C'est puisque pour la population... Donc vous confirmez que la population ne collabore pas? Ne collabore pas à 100%. Pourquoi ne collabore pas? Puisque pour la population, eux accusent les hommes en uniforme que ce sont eux qui sont à la base des cambriolages, de l'insécurité. Souvent, quand on vole quelque part, on va voir toujours les véhicules de police. Donc, pour la population, eux confirment que la police, les hommes en uniforme, collaborent avec les voleurs. Donc, le gouverneur donne les pick-up pour les patrouilles, et ce sont ces mêmes pick-up-là qui servent de transport pour cambrioler. C'est bien ça? Non, ce n'est pas ça l'idée du gouverneur. L'idée du gouverneur, c'est sécuriser aussi les personnes et leurs biens. Lui, en tant que le représentant du chef de l'État, il doit faire tout pour qu'il y ait la paix. Mais comme lui, il est civil, lui ne doit pas être sur terrain, puisque partout, il y a les incivils qui ne manquent pas, que ce soit dans l'armée, et dans la police, même dans l'administration. Les incivils ne manquent jamais. Mais sinon, c'est ça le cri de la population. Nous, en tant que société civile, en tant que cadre de concertation, ce n'est pas la première fois. Même le gouverneur, on l'a déjà dit. Même les hommes en uniforme, on les a déjà parlé de ça. Ok. Deuxième phase. Ça, c'était pour le cambriolage. Là, on prend maintenant la jeunesse. La jeunesse. Vraiment, nous demandons, puisque nous demandons aux responsables des partis politiques d'éduquer vraiment leur jeunesse. Le civisme manque dans des partis politiques. Je donne l'exemple du Haut-Katanga. Je donne l'exemple de 2 partis qui œuvrent dans le Haut-Katanga. L'UDP, c'est l'UNAFEC. Ces gens-là, les jeunes gens, vraiment, ils se livrent. Je peux parler du banditisme. Quand eux aussi se permettent d'arrêter les gens, si quelqu'un a fait quelque chose, donc tu vois leur comportement. Justice populaire. Pas justice seulement populaire. C'est même seulement qu'ils te donnent
ils ont leur loi. Donc la population doit accepter ce qu'eux veulent. Par exemple, ils barricadent la route. Tu passes là-bas, on t'arrache des choses. Tu vois avec ça. Est-ce que c'est comme ça depuis longtemps ou bien c'est une pratique qui s'installe ces dernières années? Depuis longtemps, on parlait de l'UNAFEC. Maintenant, ils défaissent aussi à emboîter le pas. En collaboration ou bien face à face? Non, encore pas face à face. Chacun à son côté. Donc, c'est pourquoi chaque fois, nous faisons appel à leurs responsables, vraiment de remettre l'ordre dans leur parti politique, pour que ça nous insécurise dans la province. Troisième phase, je parle de Bakatakatanga. Dans tout le pays, là où il y a les gens qui se sentent peut-être lésés, il faut que le gouvernement les approche, ou bien qu'il y ait quand même un dialogue, puisqu'ils sont là présents. Et eux-mêmes, le gouvernement connaissent que ces gens-là réclament quelque chose. Au lieu de nous laisser, nous, la population, en train de subir, il fallait chercher des stratégies pour amener la paix dans notre province. C'est pourquoi, d'après moi, d'après mes analyses, chaque fois, moi, je dis que c'est lui qui nous tue, c'est le gouvernement. Il nous national. National. Puisque le gouvernement, il est là pour nous protéger, nous, en tant que pauvres citoyens. Il doit faire tout, chercher toutes les stratégies possibles pour protéger la population. Mais malheureusement, nous, personnellement, ne voyons rien de l'effort que le gouvernement est en train de faire, à part le terrorisme. Pour nous, nous appelons terrorisme, puisque en pleine ville, nous voyons les jeeps qui circulent avec des armes lourdes. Ça, pour nous, c'est comme la terreur. Au lieu d'aller suivre là où ces gens-là se trouvent et nous donner, nous, la paix. Voilà en quelque sorte ce que je peux parler de. Est-ce que Madame Noéla, coordonnatrice de Dynamique Congo, est de cet avis également? De cet avis, je pense que maman a vraiment pleinement raison. Nous, les jeunes, nous nous laissons utiliser dans des choses qui ne sont même pas légales. Premièrement, les jeunes, on commence à les utiliser, sachant que non, il n'a rien, il ne peut pas réagir, on va lui donner l'argent, on va lui manipuler comme on veut. Donc, c'est pas vraiment bon. Les jeunes doivent s'élever, réveiller leur conscience, étudier, faire l'analyse des choses avant de décider, avant de descendre sur le terrain, avant de prendre acte à certaines choses. Moi, je me dirais que non, tout ça, s'il y a de jeunes dynamiques là-bas au Grand Katanga et là-bas au niveau du Haut Katanga, il n'y aura pas tout ça. Et du côté du secrétaire général, c'est ce que vous avez dit? Secrétaire exécutif national. Secrétaire exécutif national, est-ce que, à part, comme vous l'avez dit, observer et critiquer l'action de certains dirigeants, gouvernants, est-ce qu'à part cela, vous prenez aussi vos responsabilités en tant que structure de jeunes pour essayer un peu de conscientiser ces jeunes, comme la coordonnatrice vient de le dire, à ne pas se laisser instrumentaliser? Je pense que les canaux par lesquels nous devons passer pour faire passer notre message et faire comprendre à la jeunesse ce qu'elle doit nécessairement faire, il y a entre autres les médias. Donc déjà, le fait d'être ici, d'expliquer au monde entier, parce que nous sommes dans une chaîne mondiale qui est Télé 50, une chaîne exemplaire que je salue chaque fois que je suis en dehors du cadre, mais aujourd'hui je me retrouve, c'est une occasion. Et je vais commencer mon propos en prenant l'exemple d'un des présidents africains, dont j'ignore le nom pour le moment. Il a dit ceci: nous les politiciens, quand nous sommes en train d'enranger nos histoires dans la chambre ou là où nous nous rencontrons, on n'appelle pas le peuple pour prendre part active à ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mais dès lors que ça ne marche pas, nous descendons dans la rue pour utiliser la même population afin de nous aider à nous tailler un chemin et arriver à des dialogues. Et quand on va se séparer les gâteaux, cette même population sera oubliée. Donc vous jeunes, comme moi là, comme nous tous ici, nous devons prendre conscience à partir de ce jour. J'ai très bien suivi la vice-présidente du cadre de concertation pour les comptes de la société civile. Et elle est très claire. Elle a détaillé. Elle a détaillé et puis elle est
elle est originale. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous, jeunes, ne suivez pas ce que les politiciens vous disent. Prenez votre destin en main et faites ce que le bon vous semble pour que demain, vous puissiez prendre le destin de ces pays, au lieu de se lancer dans les histoires inutiles. Les cas de l'IDPS deviennent de plus en plus flagrants. Nous les remarquons même ici à Kinshasa. Il y a des gens qui sont les bourgmestres de la commune d'Engale-Maéou maintenant. Parce qu'il y a eu des gens, jeunes de l'IDPS, qui sont partis siéger là-bas à Ngaliema, je crois 1 ou 2 semaines, jusqu'à exiger du gouverneur Ngobila de ne plus laisser celui qui était à la tête de la commune d'Engaliema. Et celui-là est parti. Vous voyez qu'ils sont peuple. S'ils veulent décider, nous n'avons qu'une seule méthodologie qui est démocratique, c'est-à-dire c'est via les élections. Nous sommes dans un État démocratique. Il ne faut pas procéder à des méthodes qui sont anti-démocratiques. Ça, on ne veut pas. Ça, c'est un exemple que je donne pour le cas de la commune, parce que je suis assistant du bourgmestre de la commune de Mongafula, l'actuel Apassa que je salue, monsieur le chef de travaux Alida Ochibanda Mbombo. Et je lui ai toujours conseillé. Moi, je lui dis de vérité en face. Vous êtes mon grand frère. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la commune, faites en sorte que l'État que vous incarnez puisse agir en bonne et due forme, au lieu d'aller manipuler la base pour votre compte personnel. Donc, nous exigeons des jeunes une conscience. Alors, en parlant de manipulation, en parlant d'insécurité, en citant le nom Bakata Katanga, cela nous ramène aussi à une théorie très souvent évoqué, de triste mémoire en tout cas, de cette partie de séparation du Katanga. Il y a de plus en plus de gens qui disent que non, voilà, les Katangais, ils se suffisent à eux-mêmes. Non seulement les gens, mais y compris certains Katangais aussi, qui se disent, bon, comme on a dit tout à l'heure, le gouvernement central ne fait pas grand-chose pour nous, il n'y en a pas suffisamment de redevance et on pourrait se suffire à nous-mêmes. Ici, de notre côté, on a suffisamment de ressources pour s'en sortir. Du côté de la société civile, vous qui êtes au milieu, qui récoltez tous les avis, où en est exactement cette position aujourd'hui? Merci pour cette question. Il faut dire tout d'abord que nous, en tant que société civile, nous insistons. Nous sommes là pour la promotion de la paix, tout en étant l'église au milieu du village. Et c'est comme ça que nous disons et nous le répétons que ce n'est pas un phénomène où, oui, je dirais un phénomène à négliger. Donc, il faut vraiment prendre cela avec considération. Vous serez d'accord avec moi que de plus en plus, il y a des tensions entre les différentes communautés. Et notamment, je crois que... des exemples? Oui. Des cas d'exemples? Des communautés qui vivent sous tension? Sous tension, notamment la communauté kassaïenne et la communauté d'une manière générale katangaise. Contrairement aux autres communautés qui se trouvent... Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. En champ de faïence. Oui, mais de plus en plus, vous sentez qu'il y a ces tensions-là et qu'il faut vraiment prendre ça avec considération. Certes, il y a des efforts au niveau, par exemple, du ministère de la Culture provinciale qui souvent essaie de regrouper les différentes communautés avec la fondation katangaise, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, parce que c'est à chaque fois avec le contexte actuel où, vous l'avez cité, la communauté katangaise, d'une manière générale, à certains moments se sent un peu lésée suite à certains comportements, ce qui n'est pas à négliger. Donc ce sont des choses qu'il faut considérer parce que ça touche directement à la paix. Il faut qu'il y ait une paix durable. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse vivre, qu'il y ait une cohabitation, vraiment une cohabitation nette entre les différentes communautés. Mais cependant, vous sentez qu'avec le contexte actuel, il y a toujours des tensions. Et ces tensions-là, si elles ne sont pas bien gérées, un jour, ça risque de dégénérer et ça va entamer la paix. Voilà pourquoi nous, en tant que société civile, avec bien sûr le concours des autorités, nous essayons chaque fois à les interpeller via les différentes communautés pour leur faire remarquer la nécessité de cohabiter. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui se veut un pays de droit, un pays démocratique, et nous voulons que les choses aillent de l'avant. Et pour que les choses aillent de l'avant, spécialement par rapport à notre province, il faut que les communautés vivent en cohabitation
et que cela puisse nous amener au développement spécialement de notre province et en général de notre pays. Ils doivent en arriver là, ils doivent vivre en cohabitation, mais dites-moi, Madame Safi, Madame Thérèse, dites-moi, qu'est-ce que les deux communautés, notamment kassaïenne et katangaise, se reprochent? Pourquoi ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, ça date, ça remonte, pourquoi on doit tout le temps revenir sur ça? Merci pour la parole. D'abord, ce que vous devez savoir est que les deux communautés ont deux comportements différents. Je commence par la communauté kassaïenne. La communauté kassaïenne, telle que je l'ai dit encore, c'est une communauté très courageuse, hein, très mouvementée. Et les défauts, ils n'aiment pas s'intégrer facilement quand ils arrivent quelque part. Eux viennent avec leur mentalité. Côté Katangais, les Katangais sont des gens calmes, des gens doux, mais orgueilleux. Maintenant, les deux parties ici ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que pour les Katangais, malgré que la Constitution donne droit à tout Congolais hein, d'habiter là où il veut, mais pourquoi il y a 26 provinces? L'État même reconnaît que la RDC est composée de 26 provinces. Donc, il y a des particularités dans chaque province. C'est pourquoi chaque fois nous faisons appel, même aux ressortissants de Kasaï, pour dire que si vous arrivez quelque part, l'intégration est vraiment nécessaire. Si tu t'intègres, ça sera une bonne chose. Moi, je donne l'exemple, moi je ne suis pas au Katangaise, mais je me suis intégrée. Je suis leur comportement pour que je vive en paix. J'ai choisi le Haut-Katanga pour vivre. Mais si tu vas quelque part, si tu te comportes seulement conformément à leurs coutumes, juste et coutumes, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. C'est pourquoi en ce temps ici, je demande la sagesse du président de la République. Ce n'est pas lui qui a commencé cette histoire de cohabitation. Ça date de longtemps. Mais comme il est là, en tant que père de la nation, il est le père de tout le monde, de chercher les stratégies possibles pour ramener ces deux communautés à vivre en paix. Puisque maintenant, nous mettons même nos autorités provinciales en difficulté. On l'accuse. Je donne l'exemple de notre gouverneur, qui est Jacques Yaboula. Et c'est moi personnellement que je lui avais reproché. Maintenant, ils sont en difficulté. Lui, en tant que le représentant du chef de l'État, il est pour les bons, pour les mauvais. Il est pour la majorité, pour l'opposition. Tu vois dans quel sac il se trouve. C'est pourquoi nous faisons appel au président de la République, lui en tant que père de la nation, d'échanger des stratégies pour que la paix revienne et l'entente entre les communautés. Les deux communautés. Je viens du côté de la jeunesse ici, à Kinshasa, qui observe aussi cette situation. Ça se passe au Katanga, mais même ici à Kinshasa, les débats ont été élargis, on en parle, on aborde ce sujet-là. De votre côté, vous en pensez quoi? Bon, en tant que jeune que je suis, je ne soutiens pas vraiment ce genre de tribalisme. Les Kassaïens sont des humains, de même que les Katangais aussi sont des humains. Ils ont cette conscience-là de se dire que non, nous sommes là pour nous aider entre nous. Pour l'avancement de notre pays, il faut qu'il y ait entendement entre nous et tout va aller de l'avant. Bon, je ne comprends pas vraiment c'est dit à quoi cette rivalité-là. Les Haut-Katangais se disent que non, nous sommes intelligents, on peut tout, même sans les autres, le pays va avancer, tout va aller bien. Les Kassaïens se disent aussi que non, nous sommes forts, personne ne peut nous imposer, on est là et on sera là pour toujours. Bon, je pense que le président de la République doit jeter vraiment un coup d'œil là-bas et essayer de serrer, donner des conseils, essayer de rassembler tout le monde pour voir comment les choses vont évoluer et ça fera du bien. Monsieur Nteki Yannick, est-ce que quelqu'un aurait à gagner, que ce soit les Katangais ou les Kassaïens, s'il y a cette division, à votre avis? Personne n'aura quelque chose à gagner. Il n'y aura pas gain de cause pour ces forêts, s'il faut l'appeler ainsi. C'est-à-dire que
Nous sommes la dynamique Congo. Notre dimension, elle est nationale. On observe de loin, mais nous sommes de la République démocratique du Congo. Les faits sociaux nous intéressent, les phénomènes sociaux nous intéressent. Ça, c'est un phénomène qui doit être banni. Les tribalismes, les clientélismes, les favoritismes, ce sont des antivaleurs qu'empêche la société civile au niveau du Haut-Katanga, dont les représentants sont ici présents. Et nous sommes, je disais ici, ça c'est un corps, et dans ce corps, nous sommes une partie de ce corps. Alors, quand ça ne marche pas, on ne peut que dire non. Maman m'avait dit quelque chose hier dans une émission que nous avons passée quelque part. Il a reproché du tic au tac le gouverneur, et le gouverneur l'a dit, regardez mon entourage, regardez la constitution de mon cabinet, regardez la constitution de mon gouvernement, est-ce que la répartition n'est pas bien faite? Maman a regardé, a dit c'est bien fait, donc vous n'êtes pas tribal, parce que la plupart des gens traitent le gouverneur, Jacques Kiaboula, des tribalistes, parce qu'il fait sourde oreille pour ce que les Katangais disent, bien qu'il soit fils du terroir. Or, lui, dans sa façon, dans sa philosophie des choses, il trouve que si je me mettais du côté des Katangais, ça sera lésé aussi c'est du Kasaï. Or, en tant que père, je suis là pour servir de médiateur. Maman a dit, ça remonte de longtemps, cette cohabitation. L'intégration pose problème parce que d'un côté, les hommes sont brutaux, et d'un côté, oui, de l'autre, les gens sont orgueilleux. Vous voyez, l'orgueil et la brutalité, ces deux concepts-là, est-ce que pour que le mariage se fasse, vous voyez que ça va poser problème. C'est pourquoi je vais encore hausser ma voix et puis la joindre à celle de la vice-présidente, demander la sagesse du chef de l'État. Très souvent, ceux qui entourent les chefs ont une certaine lenteur dans la résolution des problèmes. La mission régalienne de l'État, dont le symbole ici c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, excellence chef de l'État, c'est protéger la population et leurs biens. Et lorsqu'il y a un problème au niveau de la province et que ça ne marche pas, il revient à ceux qui sont au niveau de la province de tout faire ensemble avec les pouvoirs centraux pour décanter certaines situations. Sinon, il y aura toujours des pertes de vies humaines. Vous allez créer des commissions mixtes, paritaires, ceci, cela, parce que nous sommes mis en musicalité ou en création de concepts ou, je ne sais pas, des réseaux thématiques pour créer je ne sais quoi, et comme ça les gens vont rançonner, mais au final, la solution n'est toujours pas trouvée. Donc, pour répondre encore une fois à votre question, qui semble être pertinente, personne n'aura à gagner si les Kasaïs restent d'un côté et que les Katangais aussi restent de l'autre. Il faut qu'il y ait un mariage qui ne dit pas une culture de vivre ensemble. Oui, vraiment une culture de vivre ensemble. Nous sommes là pour la paix. Il faudrait que les provinces, dans la diversité, se sentent être sécurisées par ceux qui les dirigent. C'est pourquoi nous, la dynamique, on ne cesserait jamais d'appuyer le genre de gouverneurs qui sont derrière la population pour amener les bien-être que nous avons toujours tant décrits. Alors, en introduction de cette émission, j'ai parlé de la province du Haut-Katanga comme la capitale économique, un des poumons, en tout cas, du pays, République démocratique du Congo. C'est une province riche, en parlant notamment de son sous-sol. Vous qui êtes de la société civile, sur place dans le Haut-Katanga, est-ce que vous pensez que les richesses de la province sont réparties équitablement, que ce qu'il y a dans le sous-sol, c'est ce que l'on voit aussi sur l'assiette du Haut-Katanga, dans les maisons du Haut-Katanga, par rapport aux infrastructures, par rapport aux routes, par rapport aux écoles, les hôpitaux? Est-ce que tout est convenablement garanti par rapport à ce qu'il y a comme bien naturel? Merci encore une fois pour cette question très pertinente. C'est que d'une manière générale, vous serez d'accord avec moi que par rapport à la richesse que détienne la province du Haut-Katanga et par rapport à la réalité, ce sont deux choses qui sont vraiment opposées. Donc par rapport à la richesse et la réalité, c'est vraiment un écart. Mais il faut dire que qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi il y a cette situation? Vous serez d'accord avec moi que aujourd'hui, par exemple, il y a un problème de rétrocession. Aujourd'hui, ça fait 2 mois et 2 mois qu'il n'y a pas rétrocession. Pour dire que
oui, il y a la richesse, mais cette répartition pose problème parce qu'il y a plusieurs intervenants. Prenez la redevance minière, telle qu'elle est répartie. Il y a 50% qui revient au pouvoir national, 25 à la province, 15 aux entités territoriales décentralisées et 10 aux générations futures. Mais vous serez d'accord avec moi que non seulement il y a un problème de rétrocession, c'est-à-dire il n'y a pas une prise en compte d'une manière effective par rapport à la contribution des différentes provinces au niveau national, et c'est ce qui explique cet écart-là que nous sommes en train de décrier. D'où la nécessité, encore une fois, parce que nous avons dit que nous sommes dans un pays qui se veut un pays démocratique, à ce qu'on puisse prendre en considération cette réalité, c'est-à-dire qu'il y ait une rétrocession régulière qui pourra permettre, parce qu'il ne faut pas mettre la province en difficulté, qui pourra permettre à la province de mieux répondre aux besoins de la population. Voilà un peu ce que moi je peux dire. J'aimerais savoir, est-ce que c'est pas justement ce genre d'inégalité, ce genre de... je ne sais pas comment appeler ça exactement, inégalité ou désordre ou dysfonctionnement, qui crée ces frustrations, qui entretient cette délinquance juvénile, qui entretient l'insécurité et tout le reste, Madame Thérèse? Effectivement, l'insécurité aussi fait partie de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les inégalités sociales. Les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Et peut-être si vous êtes à Lubumbashi, Kolwezi, Lubumbashi, même Kolwezi on peut citer, Likasi, là où c'est en ville, tu vois que quand même il y a la vie. Maintenant, si vous allez à l'intérieur, tu ne peux pas croire que ça c'est une province riche. Les gens souffrent, vous n'avez pas d'idée. Et si quelqu'un souffre comme ça, il trouve quelqu'un pour le manipuler. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est joindre à eux. C'est pourquoi les inégalités ne sont pas de bonnes choses dans le pays. Et encore, même pour la gestion, on donne l'exemple ici de l'insécurité dans le Haut-Katanga. Ça relève du pouvoir central. Mais le pouvoir central, il tarde peut-être pour envoyer l'argent. C'est toujours le gouvernement provincial qui fait tout l'argent là qui devrait aller, qui devait développer la province, mais il donne d'abord pour la sécurité, puisque sans paix, il n'y aura pas de développement. C'est pourquoi, chaque fois, quand nous parlons, nous demandons au chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Quand les enfants crient, le chef de l'État doit l'écouter en tant que père, de penser toujours au Haut-Katanga. Et chaque fois, souvent, le gouverneur croit que nous sommes en train de... nous ne l'aimons pas, puisque nous le critiquons. Non. S'il y a un problème, on le critique, on dénonce, mais on va vers lui, il nous explique. Je ne peux pas venir ici pour les soutenir, puisque moi, en tant que société civile, je ne peux soutenir quelqu'un, mais je peux apprécier les œuvres que la personne est en train de faire. Nous demandons encore une fois au ministre de l'Intérieur de faire réellement son travail. De faire réellement son travail. Et il y a aussi les prisons. Les prisons qui posent problème. Mais on ne fait rien. On n'ajoute rien dans des prisons. Beaucoup de gens, mais ils sont mal encadrés. Mais pour donner à manger. Dernièrement seulement, pour des chapeaux, au ministre de la Justice, il a fait quand même quelque chose aux prisons là-bas. Je demande à nos ministres nationaux de ne plus seulement rester à Kinshasa. Parce que Kinshasa n'est plus la République démocratique du Congo. C'est ensemble avec toutes les provinces que les choses peuvent changer. Eux restent ici, mais quand on les appelle, ils écoutent, ils doivent être informés à tout moment, mais rien n'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre Madame Noéla Katanga. Est-ce qu'on pourrait arriver à une conclusion que le problème du Haut-Katanga serait en grande partie de la faute de Kinshasa? Bon, moi je ne pense pas que le problème du Katanga sera en grande partie de la faute de Kinshasa. Non, c'est la gestion qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que non, s'il y a deux chefs qui sont là en train de faire de suivi qui est vraiment sévère, je pense que les choses vont très bien marcher.
Supposons le cas du Haut-Katanga, on nous dit toujours qu'il y a, bon, pas seulement le Haut-Katanga, il y a aussi Kinshasa. On nous dit toujours que le taux de l'insécurité fait que monter. Premièrement, est-ce que la vie sociale est bonne? On ne sait pas. Parce que si quelqu'un dans sa maison, il a un petit boulot, il sait par où il va tirer son 100 francs, son 200 francs, son 1000 francs. Je ne pense pas que les jeunes vont descendre sur le terrain, aller faire du n'importe quoi. Non. Parce que si le jeune gens, ainsi que le vieux aussi, sont dans de telles histoires, parfois ils se cachent, mais ils sont dedans. Vous les donnez du travail, vous disposez du travail, vous faites ça, pas des contrats ailleurs. Le contrat, dans notre pays, il ne faut pas inviter ailleurs. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui travaillent. Pourquoi pas leur donner du travail? Qu'intéresser aux autres. Parfois aussi, ça cause ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit un peu serrer. Donc, la vie sociale, chercher à donner du travail, chercher à donner l'occupation aux gens. Tout cela n'aura pas d'impact dans notre pays. Dernière parole accordée à monsieur Nseki Yannick. C'est avec vous qu'on va chuter. Est-ce que vous rejoignez l'avis quasi unanime des autres? Je rejoins l'avis, mais je vais commencer par un exemple de la maison. Et la cellule de base, c'est la famille. Nous tous, nous l'avons étudié. Vous êtes maman, maman est là. Le président est papa. Je prends l'exemple qu'ils vivent en couple. Ils ont leur richesse. Ils ont des enfants, 2 ou 3. Mais dans la répartition, il y a l'un des fils qui se sent lésé. Il s'est dit, mais ça c'est ma mère, ça aussi c'est mon père. Mais ce sont eux qui nous ont mis au monde. Nous sommes tous leurs enfants. Mais comment, quand il s'agit de donner ça à X, lui on lui donne autant et moi on me donne moins. Par conséquent, on aurait un rebelle dans la maison. Est-ce que vous comprenez mon exemple? Donc je donne l'exemple comme un enseignant, je suis aussi assistant à l'université. C'est une façon de faire comprendre la masse de ce que nous voulons développer ici. Donc, si j'ai compris à travers l'explication de la vice-présidente que l'inégalité sociale est la conséquence réelle de la rébellion, même en commençant par nos familles respectives avant d'aller toucher la société à l'extérieur. Donc, la définition, je viens de la trouver ici. Donc, vous jeunes qui nous suivez, et vous dirigeants qui nous suivez, l'argent de l'État est caché dans les trésors publics. Mais après, on doit en faire une répartition partant des occupations de ceux qui sont derrière vous, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'administration. Alors, quand les structures qui sont établies au niveau des provinces, certaines structures se retrouvent et que d'autres sont opprimées, par conséquent, il y aura toujours des situations qui vont se créer et ces situations-là vont devenir récurrentes. Et maman a dit ici, on doit beaucoup investir dans la sécurité parce que quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. C'est que nous voulons, nous jeunes, qu'il y ait la paix partout. Bon, je sais, il y a une phrase qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. On sait que ça va toujours créer des histoires, ça va toujours créer des problèmes. Nous devons faire un effort à chaque niveau de gestion nationale, provinciale, municipale, locale, d'atténuer cette inégalité de répartition des richesses. Et ça va soulager, ça va aider l'État à se mouvoir tranquillement. Et puis le décollage serait lancé pour le développement de l'ensemble de la RDC. Merci beaucoup, monsieur Yannick Nseki. J'ai fini avec vous. Vous êtes membre de la Dynamique Congo. Vous m'avez dit que vous êtes secrétaire exécutif national. Juste à côté de vous, il y avait la coordonnatrice, madame Noëlla Katanga, toujours de la de la Dynamique Congo. Et en face, nous avons eu le cadre de concertation de la société civile, son président notamment M. Guilain Kaloa et sa vice-présidente Mme Thérèse Safi. Nous espérons avoir eu des bonnes informations en tout cas et même des leçons pour la bonne gestion de la province stratégique du Haut-Katanga. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis dans ce spécial Grand Plateau sur Télé 50. On espère que vous en sortez bien enrichis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.